podcast.fr. L'interview de podcast.fr. Bonjour, c'est Claire de podcast.fr. Chaque semaine, je décortique les secrets des podcasts qui marchent. Aujourd'hui, beau voyage. Marie Farambroise, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc la créatrice de Beau Voyage, qui est à la fois un site web qui propose des recommandations de destinations et de lieux aux quatre coins du monde, mais aussi en France. Beau Voyage, c'est également un compte Instagram aux plus de 90 000 abonnés, une newsletter aux 25 000 abonnés et, pas des moindres, un podcast. Vous l'avez souligné à de nombreuses reprises dans votre podcast. Beau Voyage, c'est pas seulement une liste de choses, c'est surtout une manière de vivre, une manière de voyager qui fait la part belle à l'ouverture, à la simplicité, aux autres, tout simplement. Et dans ce podcast, vous interviewez des aventuriers, des parents, des bivouaqueurs solo, des sportifs qui racontent leurs expériences hors des sentiers battus. Et pour commencer cette interview, j'avais envie de remonter aux origines du podcast et même un petit peu avant et de vous demander quel a été votre parcours avant de vous lancer dans la création de Beau Voyage, parce que voilà, je crois que ça fait vraiment sens puisque vous travaillez déjà dans la création de médias en ligne et aussi sur la thématique du voyage. Exactement. Moi, j'ai commencé à travailler chez Condé Nast. Je m'occupais des avant-textes. Donc, les avant-textes, c'est tout ce qu'il y a avant la vraie partie magazine dans un magazine. Je travaillais donc dans toutes ces petites pages. Donc, j'avais la chance de tester plein d'hôtels. Ah, il y a un hôtel à une époque où vraiment on montait dans un avion sans se poser beaucoup de questions. Une autre époque. Et où on invitait les journalistes magnifiquement. Donc, j'avais la chance, alors que j'étais toute jeune, de tester des hôtels au bout du monde, des expériences incroyables, etc. Et après, je suis partie chez Lagardère pour lancer le magazine Bi. J'étais directrice du digital. Et en arrivant chez Bi, fini les hôtels de luxe à l'autre bout du monde. Et je me suis dit, mais c'est dingue, parce qu'en fait, un hôtel à 2 000 € la nuit, à 1 500 € la nuit, heureusement qu'il nous fait rêver. En fait, il ne peut que nous faire rêver. Mais quand on a 100 €, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut encore rêver? Est-ce qu'on peut trouver des trucs incroyables? Sachant que moi, j'ai jamais eu une recherche du luxe, j'ai vraiment une recherche de l'authentique et des trucs super simples. Et ce qu'on peut avoir dans le luxe, puisque aujourd'hui, j'ai l'impression que le grand luxe, c'est quand même la simplicité. Mais voilà. Et donc, j'ai commencé un peu à chercher des adresses un peu chouettes. J'ai fait un Tumblr, j'ai fait un blog. Enfin, voilà, j'avais un petit truc comme ça que je partageais à mes copains. Et après, dans le magazine où je travaillais, la rédac chef m'a dit, mais viens, fais une page. Je me souviens même plus comment ça s'appelait. Sur les pas de Marie ou derrière Marie, voilà. Et donc, je commençais à partager mes adresses, voilà. Et j'ai eu un petit garçon, j'ai continué à voyager avec lui. Et puis après, je suis partie du magazine Bi et j'ai monté une structure qui s'appelait My Travel Dreams, où j'ai accompagné beaucoup de marques dans leur développement digital, parce que c'était il y a 10 ans et c'était une époque où les marques lançaient leur e-shop, où les marques montaient des équipes digitales, se lançaient sur les réseaux. Et moi, j'avais cette expertise de par mes études et de par ce que j'avais fait chez Lagardère. Donc, j'accompagnais pas mal de marques et en parallèle, je lançais mon propre média, My Travel Dreams. Et puis, petit à petit, j'ai accompagné moins de marques pour accompagner la mienne. Et puis voilà, le chemin s'est fait de blog à marque, à site internet, le compte Instagram où au début, je partageais juste mes coups de cœur de vacances, comme tout le monde en partageait il y a 10 ans. Nos histoires perso, c'est devenu beaucoup plus professionnel. Et puis, il y a 2 ans, j'ai monté le podcast. Il y a 1 an, j'ai sorti un livre chez Gallimard. Enfin voilà, c'est devenu une marque 360 aujourd'hui, ce qui est assez rare dans le voyage. On n'est pas beaucoup en fait, qui touche vraiment les gens autant alors dans la bibliothèque, dans leurs oreilles, quand ils reçoivent la newsletter. Voilà, on essaie de parler à tout le monde et de reconnecter un peu les gens à la nature et aux autres. Comment est-ce que vous êtes passé de My Travel Dreams à Beau Voyage, du coup, qui sont deux marques séparées? Je ne sais pas comment vous les concevez. Alors, j'avais créé My Travel Dreams et le nom, il était vraiment venu d'une soirée avec mon mari. On disait, tiens, faudrait se professionnaliser, comment ça pourrait s'appeler? Et donc, j'ai trouvé My Travel Dreams, mais vraiment, il n'y avait pas de brainstorming, pas d'agence de branding, etc. Et puis, il y a 2 ans et demi, je me suis associée avec un garçon beaucoup plus business que moi, etc. Et qui m'a dit, écoute, franchement, je pense qu'il faut en faire une marque. Tu as vraiment un trésor entre les mains. Mais aujourd'hui, c'est vraiment Marie part en vacances, Marie raconte sa vie et ça marche. Mais on devrait en faire un vrai média avec un nom qu'on pourrait porter à l'international, refaire toute une plateforme de branding, etc. Et en fait, on s'est vraiment posé sur le truc. Moi, j'adore Bon Voyage parce que je faisais déjà des t-shirts avec écrit Bon Voyage, etc. Mais en termes de SEO, c'est nul. C'est impossible, en fait. Quand on tape Bon Voyage, on ne ressortira jamais. On peut pas déposer la marque Bon Voyage parce que c'est une expression française et tout. Donc, on s'est dit, on va le twister. Et finalement, un beau voyage, ça correspond carrément à ce qu'on raconte. On allait voir l'agence Saint-Lazare qui nous a refait toute une plateforme de branding.
et on a changé de nom. Donc aujourd'hui, My Travel Dreams n'existe plus et ça fait 2 ans que c'est Beau Voyage. Bon, on reviendra un petit peu plus en détail sur cette marque dans la suite de l'interview. Est-ce que, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'ADN justement du podcast et sur ce qui vous a amené à le créer? Alors, il y a plusieurs choses. Moi, j'ai toujours été fan de podcasts. J'en écoute depuis tout le temps, enfin, depuis que ça existe, quoi. J'écoute des podcasts américains, des podcasts français, etc. Mais je suis quand même seule, hein. J'appelle des freelances pour répondre à des opérations, mais je suis toute seule à mon bureau et tout. Donc, en fait, me rajouter un podcast, ça me paraissait une montagne, même si j'adorais le média. Et un jour, j'ai reçu un petit mail d'une fille extraordinaire qui s'appelle Marie aussi, qui a une boîte qui s'appelle Sakti Productions, qui me dit, écoute, je fais des podcasts pour des marques. Mais je rêve de faire un podcast de voyage. Je trouve qu'il y en a pas. En fait, à l'époque, il y avait Les Baladeurs, qui est extraordinaire, mais qui est un podcast vraiment immersif, de l'aventure, etc. Donc, c'est pas, ça correspond pas du tout à Beau Voyage. Enfin, j'ai l'impression qu'on se marche pas du tout sur les pieds. Et elle me dit, bon, bah, s'il y a une personne avec qui j'ai envie de le faire, c'est avec toi. Donc, on se rencontre. C'était vraiment trop sympa. Et en fait, on a mis du temps. Je sais pas si tu veux que j'en parle maintenant, mais en fait, on s'est dit, un podcast de voyage, alors c'est pas si simple parce que le voyage, ça passe quand même beaucoup par l'image. Ouais. Tu vois, les paysages et tout, enfin, voilà, c'est vraiment beau, c'est ce qui fait rêver quand tu regardes un rendez-vous en terre inconnue et tout. Moi, vraiment, je trouve que l'image est extraordinaire. Voilà, quand tu achètes Géo, le magazine, ça te fait rêver, voilà. Et en fait, on s'est dit, si on fait Marie va à Londres, bon, si tu connais pas Marie, ça t'intéresse pas. Si tu vas pas à Londres, ça t'intéresse pas. Donc, ça va pas marcher, tu vois. Si on fait Claire à Los Angeles, ça va pas attirer les gens. Et Marie me dit, mais tu sais, moi, elle vient du reportage télé. Et elle me dit, en fait, il faut toujours partir de l'intime. Et après, tu vois, faire que l'histoire touche tout le monde. Donc, au lieu de lister les pays dont on voulait parler ou les gens dont on voulait parler, on a listé les histoires dont on voulait parler. Donc, c'était, bah, tu vois, imagine, tu rencontres l'amour sur la route et ta vie change. Tu voyages et tu as 5 enfants, comment tu fais? Ou tu allé dans un pays totalement interdit auquel on n'a pas pensé. Donc, on a commencé à lister comme ça plutôt des persos. Et puis voilà, on a dessiné l'histoire et on s'est dit, bah, en fait, nous, c'est le podcast des aventuriers ordinaires qui vivent des histoires extraordinaires. Et comme ça, on a déroulé, et puis on peut le dérouler vraiment à l'infini. On a une liste d'invités de rêve qui n'en finit pas. Aujourd'hui, le podcast, il cumule 70 interviews et du coup, vous avez interviewé des personnalités vraiment très, très, très diversifiées. Ça peut être à la fois, Benjamin Védrine sur, l'aventure, outdoor, sur le ski, sur la passion. Ça peut être Julie Andrieux sur, comment est-ce que la cuisine peut aussi être un vecteur de voyage. En passant aussi par, je me souviens plus son prénom, Mathieu, le steward, là, l'influenceur, Bien sûr, steward. Mathieu Stewart. Ouais. Comment est-ce que vous allez, chercher justement les invités? Est-ce qu'il y en a qui viennent à vous? Écoute, on a quand même une liste de gens qu'on adorerait avoir, hein. Ce que Mathieu Stéphanie appellerait ses étoiles polaires. Donc moi aussi, j'ai mes étoiles polaires tu vois, que je vais Alors, dire. il y a qui comme étoile polaire, par exemple? Alors, attends, c'est marrant que tu dis ça. Bah, j'adorais avoir Thomas Pesquet. Mmh. Vraiment, le voyage dans l'espace. On a eu déjà Michel Tonini, qui est un astronaute. Je conseille à tout le monde d'écouter. C'est extraordinaire. Qui était pilote de chasse et qui allait 2 fois dans l'espace. Une fois avec les Russes, une fois avec les Américains. Qui est un homme qui a eu 4 enfants, qui évidemment fait de la voile, du kite, qui est ultra intelligent, ultra cultivé. Enfin, c'est un épisode assez extraordinaire. J'aimerais avoir Violette d'Orange parce que je trouve que c'est un exemple extraordinaire pour nos enfants. Et d'ailleurs, la particularité de Voyage, on n'en a pas parlé, mais c'est vraiment un podcast qui s'écoute en famille. Il n'y en a pas beaucoup. Tu vois, j'ai beaucoup de gens qui me disent on l'a écouté dans la voiture avec nos enfants. Je l'ai fait écouter à mes ados. Tu vois, donc c'est marrant, ça pousse à ça. Dans votre podcast, il y a aussi vraiment cette dimension de voyage en famille qui est quand même pas mal mise en avant. Ouais, et puis de réaliser tes rêves, en fait. Tu vois, là, on a interviewé le dernier qui est sorti, c'est Sophie, qui bossait dans la finance, qui avait 45 ans, qui a rencontré un nouvel amoureux, qui est tombé enceinte à 45 ans. Ils se sont dit, on veut vivre en Afrique du Sud. Et ils sont allés ouvrir un lodge en plein milieu du Drakensberg, à 3 heures de route de n'importe quelle ville. Et ils ont maintenant un relais château totalement hallucinant. Leur fille a 12 ans. Et l'idée d'interviewer Sophie, c'était de dire... on peut réaliser nos rêves, tu vois, chacun à nos échelles, chacun avec nos petits trucs. Donc ça, c'est aussi vraiment histoire de beau voyage, tu vois, de t'inspirer. On a interviewé une fille qui est extra, Dorothée, qui a tout abandonné avec son mari et leurs 2 enfants pour faire le tour du monde dans un énorme camion, tu sais, un 33 tonnes, quoi, un truc qu'ils ont repimpé. Ils ont fait toute l'Afrique pendant 5 ans et là, ils descendent toute l'Amérique du Sud. C'est génial. Donc voilà. Et après, dans mes étoiles polaires, j'aimerais rencontrer quelqu'un qui a changé sa vie par amour. Tu vois, je sais pas, qui s'est marié avec un moine, le moine a changé de vie, j'aimerais, voilà. J'ai des idées comme ça, mais je peux pas OK. tout dire.
Mais on en a pas mal. Et là, on en a pas mal en boîte, assez incroyable, de gens connus ou pas connus, tu vois. Et alors, ces personnalités qui sont moins connues, comment est-ce que vous allez les chercher? Je pense par exemple à Claire, qui racontait son expérience de prise de l'ayahuasca. Alors là, je remercie mon compte Instagram et mon audience adorable. Parce que souvent, je lance des appels à témoins en disant coucou. En fait, j'avais vachement envie de faire un truc sur le voyage intérieur. Donc, on a fait Vipassana. Donc, ça, c'est les retraites en silence. C'est canon. Elle nous a raconté comment tu vis en silence en Birmanie. Enfin, c'est incroyable. Et à l'opposé, on voulait faire l'ayahuasca, mais qui est interdit en France. Donc, c'était compliqué de voir, tu vois, comment interviewer. Et donc là, j'ai juste j'ai fait une story sur Instagram en disant, je voudrais vraiment quelqu'un qui a fait Vipassana et quelqu'un qui a fait l'ayahuasca. Et après, donc Marie, mon associée, elle est quand même spécialisée dans les persos et elle parle une demi-heure aux gens quand même. Donc il y a des gens, je vais te dire, qui ont des histoires incroyables, mais qui sont moins bons que d'autres pour les raconter. Ou qui finalement, et c'est assez drôle, vivent des choses incroyables, mais les racontent avec une telle normalité que c'est pas très excitant. Tu vois, on rêvait de faire un pilote d'avion. Ou une pilote d'avion. D'ailleurs, on a fait une femme qui pilote sur Air Calin en Nouvelle-Calédonie. Une interview extraordinaire. Et donc, je mets sur Instagram, coucou, je rêve d'interviewer un pilote ou une pilote d'avion. J'ai peur en avion, donc c'est un sujet très important pour moi. Et donc, on a eu plein de réponses, trop sympa. Je suis pilote, mon mec est pilote, ma cousine est pilote et tout. Et Marie a quand même parlé à, je pense, une trentaine de personnes pour trouver quelqu'un qui a une manière de raconter un peu excitante, qui trouve son quotidien assez dingue. Donc, quand elle te le raconte, elle fait passer de l'émotion. Et voilà, donc je pense qu'il y a trouvé les invités. Et après, il y a trouvé le bon personnage qui raconte bien les histoires. Qui est un autre métier, tu vois, qui est vraiment pas du tout le mien. Moi, je découvre les invités quand on allume les micros, quoi. Pour revenir un peu sur l'évolution du podcast, le podcast, il a été créé il y a 2 ans et demi, c'est ça à peu près? Ouais, en mai, Ouais, ouais. exactement. Comment est-ce que l'audience a évolué? Est-ce que vous pouvez un peu me raconter, les débuts? Comment est-ce que, les gens ont réagi, donc la communauté Instagram a réagi, au lancement du podcast et comment les écoutes ont évolué depuis? Moi, ça a été super bien accueilli. Les premiers épisodes ont cartonné. Les premiers épisodes, on avait 2 influenceuses, donc ça, c'était cool pour commencer un peu, tu vois, avec des audiences déjà un peu grosses, plus l'audience de Beau Voyage. Donc, dès le début, ça a super bien marché. Ça augmente beaucoup. Tu te rends compte qu'il y a des épisodes qui te font passer un Un step, cap? comme un cap, vraiment. Il y en a 3 ou 4 qui nous ont vraiment changé l'audience. Donc, ça a été super bien accueilli. Et ce qui est très drôle avec le recul sur 2 ans et demi, c'est que les épisodes avec les personnalités ne sont pas plus écoutés qu'avec les aventuriers lambda, pas du tout. Donc les gens viennent vraiment chercher une histoire, tu vois, pas une personnalité. Donc ça, c'est une leçon qu'on a vraiment tirée, et je suis contente, quoi. Je suis Ouais, contente. c'est chouette, ça veut dire que ça oblige pas nécessairement à aller chercher des personnes connues qui sont peut-être plus compliquées à avoir aussi. Ouais, pas du tout. Et je trouve que le mix est riche, tu vois, de ça. Après, c'est cool d'avoir des personnalités parce que les avoir en face de toi pendant 1 heure et demie, tu peux décortiquer, tu peux aller chercher des infos. J'ai un souvenir quand on a interviewé Raphaël de Casabianca sur les dessous de Rendez-vous en Terre Inconnue, qui est vraiment mon émission préférée. C'était génial parce qu'il a commencé un peu dans son personnage et puis petit à petit, on avait une vraie discussion ensemble sur le voyage, sur les dessous, sur les secrets, et ça, j'ai adoré. Pareil pour Rothenberg sur les dessous de Pékin Express. euh, je lui ai dit koh pendant toute l'interview, il n'en pouvait plus. Et sur Pékin Express, c'était aussi génial. Donc voilà, ce qu'on a appris avec le temps, c'est que l'important, c'est vraiment qu'il y ait une histoire, qu'il y ait quelque chose derrière, peu importe que ce soit quelqu'un de connu ou pas connu. Qu'il y a des invités qui te font vraiment passer des steps. On a appris aussi qu'avant avant de recevoir ton invité, il faut quand même que le deal soit clair sur ce que lui va partager, comment il va le partager, etc. Parce que c'est ça aussi qui change tout. En fait, si tu as un invité super connu, mais qu'en fait, lui ou elle ne partage rien, tu récupères pas de son audience, tu récupères pas de sa notoriété. Et ça nous est arrivé 2-3 fois. Et donc maintenant, on se back un peu plus avant de rencontrer les gens. Voilà. OK, ça veut dire que concrètement, en fait, vous vous mettez d'accord sur le fait qu'il va y avoir un relais sur les réseaux sociaux, que la personne va Ouais. cross-poster ou bien va relayer vos publications, OK, et ça vous mettez sur la table direct? Oui, après, il n'y a pas de contrat signé, on est en bonne... Oui, évidemment. Mais quand j'ai des personnalités surtout, ou des gens qui ont des grosses audiences, je leur dis, écoute, c'est quand même win-win. C'est-à-dire que tu viens chez moi raconter ton histoire. Moi, j'ai une super audience. Je vais envoyer dans la newsletter, j'envoie partout. Je sais que ça transforme, je sais que ça pose des questions aux gens, etc. Mais il faut que toi, tu joues un peu le jeu. J'ai eu 2 grosses déceptions, tu vois, sur des gens qui sont venus où je me suis dit, c'est marrant parce qu'ils sont venus quand même partager 2 heures de leur vie super intime et tout avec moi. Et puis après, rien, tu vois. Moi, en tout cas, en conseil, je dirais aux gens, ouais,
parlez-en avant, juste de dire c'est sympa, quand même, est-ce que tu pourras partager? Sachant que nous, on s'est rendu compte que ce qui marche vraiment, c'est aussi quand tu partages via WhatsApp, via SMS, vraiment le bouche à oreille super simple de dire coucou, j'ai écouté cet épisode, je te l'envoie. Et d'ailleurs, un petit tips, nous, on a créé un groupe WhatsApp des fans du podcast. C'est à eux et elles que je demande aussi des petits conseils. Tu vois, est-ce que vous aimez cette personne? Qu'est-ce que vous en pensez, etc. Donc, on peut s'abonner à ce groupe WhatsApp. Pour le moment, il y a 600 personnes. Et aussi, le mardi matin, quand sort le podcast, c'est à eux que j'envoie en premier, coucou, l'épisode est sorti, etc. Ce que tu me disais au début, c'est que c'est assez dur. On est un peu perdu dans la jungle du podcast. Même ceux qui sont assez alertes, je trouve qu'ils sont pas forcément au courant que ton épisode sort pas, etc. Donc, je sais que j'ai cette petite base à qui j'envoie tous les mardis matins un petit bonjour, salut tout le monde, il est 7h. Le nouvel épisode est en ligne, n'hésitez pas à le partager. Et voilà. Et ça fait effectivement un effet aussi un peu privé, plus, privilégié aussi de pouvoir avoir accès un petit peu en avant, et puis de faire partie d'une communauté aussi, une autre communauté que celle Instagram. Vous parliez des épisodes qui ont permis de passer à un autre step, un autre cap. Est-ce que vous pouvez nous dire les thématiques ou bien les personnes? Il y en a un, Julie Andrieux, qui est une femme, en plus d'être extrêmement intelligente et charmante, hyper généreuse. C'est-à-dire que vraiment, elle est venue, elle avait 1h30, elle est venue entre 2 rendez-vous, elle nous a tout donné, tout raconté. Franchement, des dessous d'émissions, c'était hyper drôle. Et moi, je l'avais interviewée vraiment parce qu'elle est partie pendant un trimestre avec ses enfants vivre à Rome. Et ça m'a intéressé cette idée de déplacer une famille pendant 3 mois. Donc, elle m'a vraiment raconté l'école à Rome, etc. Enfin, j'ai adoré. Et après, un peu les dessous de sa vie en cuisine autour du monde. Et elle, typiquement, elle a partagé, elle a cross-posté, elle a envoyé à tout le monde, alors que bon, elle a quand même 1000 autres choses à faire que Beau Voyage. Donc, c'est d'une générosité immense. Et ça nous a fait vraiment passer un step. Le deuxième qui nous a fait passer un step, c'est l'interview de Alix Petit, la créatrice d'Imestone, qui est partie vivre à Dubaï. Moi, c'est un vrai sujet parce que je déteste Dubaï a priori. Donc, et j'adore cette fille, donc je me suis dit, mais pourquoi est-elle allée vivre là-bas? Et donc, elle est venue le raconter à mon micro. C'était un peu subversif, un peu limite, quoi, parfois, j'imagine, pour les gens. Mais c'était très vrai. Et là, on a eu beaucoup de comments sur Instagram, etc. Et là, c'est même pas un step, c'est qu'elle nous a fait exploser. On était dans le top 10 de Apple pendant une semaine. On a eu des retours de plein de gens. Enfin, donc ça, c'était un vrai truc. Donc, bad buzz ou pas, je sais pas, mais en tout cas, buzz. Et est-ce qu'il y a eu des commentaires plus critiques? Ouais, il y a eu des commentaires critiques, surtout sur Instagram, parce qu'en fait, moi, je revendique beaucoup quand même l'aventure. Et que les gens estiment que Dubaï, c'est pas l'aventure. Alors que moi, l'idée, c'est de dire comment un jour on décide de bouger toute une famille quelque part, finalement, Dubaï ou ailleurs, quand on est entrepreneur, parce qu'on n'est pas expat, c'est pas du tout la même chose. Et voilà, je voulais dire aux gens, en fait, c'est possible, chacun avec ses moyens, chacun avec ses envies. Elle avait envie de Dubaï, pourquoi pas, finalement. Donc, moi, il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui m'intéressaient. Et surtout, qu'est-ce qu'elle trouvait à Dubaï. Et elle m'a donné envie d'aller à Dubaï. Donc, elle a réussi en plus. Mais oui, il y a eu 2-3 jours quand même de modération sur Instagram après celui-là. Est-ce que vous pouvez nous communiquer les écoutes à peu près? Comment ça a évolué? Où est-ce que vous en êtes à l'heure actuelle? Là, on a dépassé le 1 million d'écoutes et on doit être autour de 42 000 écoutes par mois. OK, oh super. Ouais. J'espère plus, hein, il faut que... Mais le vrai sujet, c'est vraiment la découvrabilité. Enfin, c'est ce dont on parlait, quoi. C'est que, la découvrabilité, et 2, mettre les gens au podcast. En fait, il y a tellement de gens autour de moi qui, de toute façon, n'écoutent pas de podcast. Donc, voilà, il y a plusieurs étapes, je pense. Et qui n'écoutent pas aussi, de contenu sur YouTube? Parce que c'est vrai que YouTube, c'est aussi peut-être plus populaire que le podcast. Donc, vous êtes sur YouTube, vous, d'ailleurs, ou pas? Non, vous l'êtes pas. C'est un vrai sujet. Je pense qu'on va y aller. Mais je sais pas. Moi, j'ai 45 ans. J'ai pas l'impression qu'autour de moi, les gens de mon âge, en tout cas, enfin de ma génération, vont beaucoup sur YouTube. Mais peut-être que je me trompe. J'ai l'impression que c'est plus jeune. Donc nous, on pourrait aller chercher une cible plus jeune. Après, c'est quand même un investissement d'aller sur YouTube parce que si on y va, on veut le faire bien. Donc là, aujourd'hui, on fait des interviews dans les hôtels, on fait des interviews chez moi, parfois on prend des studios. Mais aller filmer pendant 2 heures, monter, faire un truc bien, parce que si on y va, il faut le faire bien. C'est un vrai budget, donc on n'a pas encore trouvé notre intérêt. En tout cas, voilà. C'est pas dans nos priorités. Ma priorité, ce serait plutôt, moi, de faire des enregistrements en live, parce que j'aime les gens, j'aime rencontrer les gens, et j'aimerais plutôt organiser des soirées. J'ai trouvé un lieu super pour enregistrer en live et après faire des rencontres où on se parle, on discute, mon invité peut échanger avec les gens. Pour moi, ça aurait beaucoup plus de sens dans qui je suis et là où j'ai envie d'emmener la marque. Est-ce que vous prévoyez de lancer ça prochainement? Oui. J'ai juste un problème d'invité. Mais à mon avis, ça va être au printemps. Je veux trouver la bonne personne parce que c'est marrant. L'idée, c'était qu'on soit 200 et après, il y a un peu une fête.
Il faut pas que ce soit plombant. Il faut pas que ce soit... Voilà, moi, il y a pas mal de gens là que j'ai envie d'inviter, mais sur des sujets un peu lourds. Il faut que ce soit quand même un peu léger, qu'on a envie de faire la fête après. Donc voilà, il y a des filles de la mode à qui j'ai demandé, j'aimerais qu'elles me racontent la mode autour du monde, ce serait très cool. Il y a un cuisinier qui m'a dit oui, là, donc ça pourrait être autour de la cuisine, ce serait marrant. Donc voilà, il faut juste que je trouve l'invité parfait et après, on lance ça. Et vraiment, Beau Voyage Live, ça me ferait très, très plaisir. Et c'est de plus en plus pratiqué, effectivement, que ce soit en live, que ce soit en spectacle. Il y a de plus en plus de formats autour du podcast interactif qui se développent. Ouais, carrément. Les festivals. Enfin, ouais, je pense qu'il y a vraiment des choses et j'ai l'impression que les gens ont envie de se reconnecter aux autres quand même encore plus là en ce moment. Qu'est-ce que ça fait du bien d'aller à une soirée, de parler à des gens, de rencontrer des nouvelles personnes. Ça, je trouve que c'est super important dans notre... moi, je sais pas, je passe quand même mes journées malgré tout derrière mon ordi toute seule. Quel bonheur d'aller rencontrer des nouvelles personnes et de s'enrichir un peu des autres. Donc ça, j'aimerais bien. Et YouTube nous le donnera pas, quoi. Pour revenir un petit peu sur la stratégie de communication, puisque donc je suppose que quand même une communauté de 90 000 abonnés, ça se construit pas comme ça en un claquement de doigts. Donc vous nous disiez en début d'interview que ça avait commencé avec My Travel Dreams, donc il y a des années. Aujourd'hui, comment est-ce que vous vous occupez de la communication? Est-ce que vous avez des tips pour arriver à justement faire décoller une audience, voilà. Des tips. Bah, j'ai l'impression quand même que quand on lance un podcast, si on a déjà une communauté, c'est plus simple. Peu importe où qu'elle soit, en fait, qu'elle soit sur LinkedIn, Instagram. Moi, Facebook, ça marche bien, mais je pense qu'à 45 ans, il y a encore les gens vont encore sur Facebook. Donc, je pense que déjà, avoir une communauté, construire une communauté avant de lancer le podcast, je pense que c'est assez intéressant. Je trouve que les choses se mélangent beaucoup. Là, j'ai une copine là qui a lancé un podcast. En fait, elle le lance directement sur YouTube. Je dis, mais attends, hein, donc c'est pas un podcast. En fait, c'est une série. Je trouve que le podcast, c'est quand même audio à la base. Donc, je trouve remettre un peu l'église au milieu du village, c'est quand même pas mal. Si on veut lancer un podcast, c'est un podcast. À la base, c'est quand même audio. Et dans la com, donc il y avait avoir déjà une communauté. Quand même, les petits reels qu'on fait pour présenter, même avec juste du son, ça marche super bien. Et puis après, avoir un vrai rythme qu'on tient. En fait, je trouve que ça devient un rendez-vous. Moi, le mardi, à 7h du matin, il y a le podcast qui sort. Je pense que les gens vont commencer à l'attendre, etc. Et un bon conseil que m'ont donné les filles de Apple là, la dernière fois, et c'était pas mal, c'était aussi de surfer sur les marronniers. C'est-à-dire que là, nous, on prépare un spécial amour pour la Saint-Valentin. Le 8 mars, pour la journée de la femme, on interviewe une femme extraordinaire. Parce que c'est ça qui permet de remonter un peu aussi dans les moteurs de recherche et dans les podcasts à découvrir sur les plateformes d'écoute. Donc voilà, surfer un peu sur les marronniers ou sur les gens qui sont un peu dans le vent en ce moment, qu'on a envie d'écouter, ou des sujets dont on a envie de parler. Je trouve que ça marche quand même super bien. Et après, ouais, demander aux invités de jouer le jeu. Mais en fait, jouer le jeu, ça peut être interviewer. On a interviewé une fille qui était extraordinaire, qui était médecin sur les îles Kerguelen. Elle a partagé le podcast, mais à tous ses copains médecins, à tous ses copains et tout. Et en fait, ça fait aussi exploser une audience. Mais le partage, vraiment le envoyer le lien, partager à votre mère, à votre copine, à vos cousins, avec écoute, mes 5 étoiles et tout ça. Voilà, faut toujours le redire et le redire. Et d'ailleurs, moi, j'écoute pas mal Legend. Et même lui, qui est le premier podcasteur de France, enfin hallucinant et tout, il dit quand même à chaque début d'épisode, n'oubliez pas, allez nous mettre 5 étoiles, laissez un comment. Enfin, voilà, on est tous dans ce truc de faites découvrir aux autres ce que vous aimez, quoi. Il y a un rythme de publication donc à effectivement à tenir sur lequel on s'engage, et d'autant plus quand on a aussi une communauté sur les réseaux. Vous, comment est-ce que vous, pour le podcast, vous êtes aidé pour le montage? Comment est-ce que vous arrivez à tout faire du coup sans vous épuiser? Alors déjà, nous, on en sort un par semaine, mais il y a toujours un épisode qui est long, qui est vraiment la rencontre, quoi, qui est entre 45 minutes et 1 heure. Et le deuxième, c'est une interview express, où on pose une trentaine de questions à notre invité, plutôt du tac au tac et plutôt pratique. Donc je pense qu'il y a des gens qui écoutent les deux, et il y a des gens qui n'écoutent qu'un ou que l'autre. Par exemple, là, sur Sophie, qui a monté son lodge en Afrique, qui est sorti mardi. Mardi prochain, ça va être où aller en Afrique, comment faire, quand partir, qu'est-ce que je mets dans ma valise, qu'est-ce que j'oublie pas, etc. Donc voilà, il y a toujours un épisode plus pratique. Donc une fois que j'ai mon invité, en fait, il enregistre 2 épisodes en même temps. Parce qu'il faut quand même... moi, j'ai l'impression qu'il faut quand même sortir quelque chose toutes les semaines. Il faut nourrir la bête. Donc moi, j'ai Marie qui prépare les épisodes, qui prépare les interviews, pardon, qui me prépare plein de questions, etc. Donc après, je travaille évidemment les questions, mais je parle pas à l'invité avant de le rencontrer, mais je travaille mes questions. Et ma petite Marie, à la fin de l'épisode, quand on a fini d'enregistrer, on s'arrête et elle dit « En fait, vous n'avez pas parlé de ça. En fait, j'avais envie de savoir ça. » Donc en fait, c'est notre première auditrice, mon associée. Et elle va dire, mais attends, c'est dingue. Regarde, tu lui as pas demandé si elle a accouché en Afrique. Et en fait, dans la discussion, c'est vrai que j'ai oublié des choses et tout ça. Donc elle note tout ça. Donc
elle relance à la fin, on rajoute des questions sur ce qu'on a oublié ou sur ce qu'elle trouvait important et qu'en fait, nous, on a omis ou on est passé un peu vite. Et après, on a une super monteuse qui nous monte les épisodes. Je trouve que c'est OK. vraiment notre métier qui est pas du tout le mien d'ailleurs. Et donc, non, on paye une monteuse depuis le début. On n'a pas parlé de modèle économique, effectivement. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le modèle économique, du podcast et d'ailleurs aussi plus globalement, du média Beau Voyage, de tout l'écosystème? Alors pour le podcast, dès le début, c'était évident que nous, on avait besoin de travailler avec des marques. Donc on a été sponsorisé dès le début par des marques. Donc on a deux manières de travailler. La première, c'est un sponsoring classique. Donc pendant une minute, je présente une marque avec qui on travaille et pourquoi on l'associe à Beau Voyage et qu'est-ce qu'on y trouve. Donc ça, c'est cool. On a eu des partenaires incroyables, enfin de Apple Pay à AXA, au Club Med, à Nomade Aventure, Accor. Voilà, vraiment des super partenaires qui nous ont fait confiance. Et donc ça, quand ils achètent le sponsoring pendant un mois, ils ont aussi, et ça c'est la force de Beau Voyage, ils ont aussi un push dans la newsletter, un push sur Instagram, un article sur le site. Voilà, on propose une communication à 360 avec l'achat du sponsoring pour un mois. Et après, on peut faire aussi, ce qui marche super bien, des épisodes dédiés. Donc typiquement, là, on en a fait un avec Air Tahiti sur la Polynésie, où j'ai raconté, là c'était moi l'invité, tous les 10 épisodes, c'est moi l'invité. Je raconte mon voyage en Polynésie pour donner envie aux gens d'aller en Polynésie et aussi parce que moi, j'y suis allée, j'ai adoré, donc c'est un retour d'expérience. Et ça, on peut le vendre à des marques en épisodes vraiment dédiés que pour eux. Vous avez parlé quand même de marques qui sont assez importantes. Comment est-ce que ça s'est passé, d'aller les chercher, au début du podcast avec une audience qui, du coup, commençait? Bah, ma chance, c'est que j'étais déjà là depuis 8 ans et qu'il y a des marques avec lesquelles j'avais déjà travaillé. Les premiers qui nous ont fait confiance, d'ailleurs, c'était Nomade Aventure avec qui je travaillais déjà. Donc, je leur ai dit, allez, je lance un projet, il faut que vous soyez avec nous, etc. Donc, ils sont venus. Et après, c'est quand même un long travail d'aller chercher les directeurs marketing, les directrices de la com, les directrices marketing, de leur expliquer pourquoi. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que où on tombe sur quelqu'un qui est déjà qui a déjà une appétence avec le podcast, donc il dit ah mais extraordinaire, ce que je voulais faire du podcast depuis longtemps, mais je savais pas comment y arriver, de qui, de quoi. Donc là, on leur raconte. Et ceux qui ne sont pas du tout podcast, c'est pas si simple de leur montrer qu'en fait l'audience est super captive, que ça transforme bien. Donc je pense qu'il y a tout un travail d'éducation au podcast, mais c'est marrant, donc autant du côté de l'audience que du côté de l'annonceur. Et souvent, je me suis dit, est-ce qu'on arrivait à un plafond de verre où en fait il y a pas plus, il y a pas plus. Ben si, en fait il y a plus. Et aujourd'hui, on a des appels entrants de marques qui disent ah mais nous on rêvait de faire du podcast, on adore Beau Voyage. Voilà, là on a du sponsor jusqu'au mois d'avril avec des marques magnifiques. Là on a Tenerife qui nous sponsorise ce mois-ci la destination. On a les ateliers Rosemood pour imprimer ces albums photos de vacances. Donc voilà, l'idée c'est qu'on peut, en plus nous on a une audience qui est super engagée. Et je pense que quand on aime le voyage, en fait, on peut parler de plein de trucs, mais ça va être de l'assurance voyage. On a beaucoup travaillé l'année dernière aussi avec Europcar. On peut travailler avec des croisières, des locations. On peut travailler, on a travaillé avec Vodé, qui est une marque de produits outdoor pour aller dans l'outdoor. Voilà. Après, j'adorerais travailler avec Decathlon. Là, on a un projet avec Air France. Donc voilà, on discute. On a une audience qui est vraiment super précieuse, hein, et les gens ou savent pas trop où aller, ou savent pas trop comment voyager, etc. Donc je sais on est écouté pour ça. Et les marques qui viennent reviennent. Donc ça, c'est quand même génial. Voilà, AXA, ils sont venus 2 fois. Le Club Med, ils sont venus 2 fois. Apple Pay, ils sont venus 2 fois. Les gens reviennent, donc ça veut dire que ça marche. Ça veut dire que ça marche et qu'il y a un vrai effet effectivement transformateur. Ouais, exactement. Et après, on fait quand même des choix. C'est-à-dire qu'on choisit de travailler avec des marques qui ont les mêmes valeurs que nous et où je sais que ça va transformer. C'est-à-dire qu'il y a des marques qui sont venues me voir en me disant, viens, j'aimerais bien faire un épisode dédié pour ma marque, etc. En fait, si ça rentre pas, ça rentre pas. Enfin, on peut pas mentir aux gens. Et surtout, quand on fait un épisode dédié, on en a déjà fait 6 ou 7, ils sont dans la ligne édito de Beau Voyage, c'est-à-dire qu'ils sont plugués dans le Beau Voyage. Si tout d'un coup, il y a quelque chose qui marche pas, moi, ça veut dire que je mens aux gens et ça veut dire que, un, le podcast va pas être écouté et deux, moi, je vais perdre en crédibilité auprès de mon audience. Donc, c'est important de bien choisir aussi ses partenaires pour continuer à raconter une belle histoire ensemble. Oui et puis, aussi l'audience est très qualifiée donc effectivement ça permet de cibler, vraiment bien, quoi. Carrément. Je sais qu'elles y vont. Et là, quand on fait des présentations un peu de retour après des opérations, etc., on met aussi les messages que je reçois sur Instagram. Là, typiquement, sur Air Tahiti, je pense qu'on a 3 pages de «Ah, mais merci, je rêvais d'aller en Polynésie» ou «Je l'ai envoyé à mon mec, trop content, on va prendre les billets». Enfin, voilà, je sais que ça marche, tant que moi, je suis claire avec moi-même et qu'on raconte les histoires qui sont des histoires de beaux voyages. Donc, il faut choisir.
Il faut qu'on a le luxe de choisir. Ce qui est un beau luxe et ce qui est Ouais, très chouette dans le podcast, c'est très bon signe. ouais, exactement. On arrive à la fin de cet épisode et du coup, vu qu'on a parlé de voyage et d'évasion, j'avais envie de vous demander, quel est le pays qui vous a le plus marqué ou la destination qui vous a le plus marqué et celle où vous rêveriez de retourner, qui peut être la même ou une différente? Alors celle qui m'a le plus marquée, j'ai adoré la Mongolie parce que c'est un pays, infiniment grand avec, très peu de touristes et des paysages extraordinaires et les Mongols nous ont accueillis. On a vécu chez eux, dans les yourtes, on allait on allait chercher les yaks à cheval. Voilà, c'est un pays extraordinaire et qui est vraiment en train de changer parce qu'avec l'arrivée d'internet et cetera, ils ont plus envie de vivre, dans les yourtes, les jeunes. Et un pays où je rêverais de retourner, je suis allée en Argentine l'année dernière, j'ai adoré la cordillère des Andes et je rêve maintenant d'aller traverser l'Argentine du nord au sud. De beaux projets en famille, du En coup? famille, évidemment. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cette interview et puis donc, je rappelle qu'on peut écouter, Beau Voyage sur toutes les plateformes d'écoute et évidemment sur, notre nouvelle application podcast.fr. Merci beaucoup Marie. Oh, merci.